bienvenue au Voyeur de Vue, un podcast où deux hurluberlus devant l'Éternel écoutent des vues et vous en parlent par la suite. Un de ces hurluberlus-là, c'est moi-même, Yannick Belzile. Et l'autre, c'est moi, Alex Rose. Alex, comment s'est passée ta semaine de cinéma cette semaine? Grosse semaine. Comme je t'expliquais, je savais qu'on enregistre, j'ai commencé pour la job, de plus regarder des plus petits films de VOD, genre. Puis, Vidéo sur demande pour ceux qui... C'est ça, des vidéos sur demande. Donc, des films qui ne sortent pas au cinéma, mais ni non plus sur des plateformes de streaming, en tout cas pas dans leur sortie initiale. Puis, j'ai souvent des demandes pour des films comme ça, puis souvent je leur dis non, mais là, maintenant, je me rends compte que c'est comme futile. Puis souvent, maintenant, c'est ça. Vidéo sur demande et le cinéma s'entrecoupent maintenant un peu. Fait que, tu sais, puis c'est ça. Fait que j'ai regardé beaucoup de films cette semaine. Là, maintenant que j'ai les stats sur Letterboxd, je peux te dire que c'est une semaine qui s'enligne pour être la plus chargée de 2021. Mm-hmm. Mais il y a beaucoup d'affaires par rapport. En tout cas, j'ai écouté beaucoup d'affaires par rapport cette semaine. Fait que j'ai un peu par rapport. Mais... entre les films que je suis obligé, pas que je regarde pour la job, je regarde des affaires qui n'ont vraiment pas rapport non plus. Fait que c'est comme. C'est ça. Hein, des fois, c'est chaotique de même. C'est pas. Écoute, en 2021, c'est correct d'être chaotique, c'est peut-être juste la nature des choses. Ben, tu sais, comme la semaine passée, là, je ne parlerai pas de ça, c'est trop tôt, mais on a écouté Coming to America parce qu'on voulait écouter le deuxième, tu sais, qui est sorti vendredi passé. Puis à la place, on a écouté le documentaire de Woodstock, qui dure comme 3h30. On était comme, oh, on a fait ça à la place, je pense. Puis ma blonde, on a s'éloigné là, de la track. Là. Fait que c'est un peu ça, là, cette semaine. Moi, je suis un peu comme. C'est très hurluberlu, là, comme on a dit au début. C'est un peu. Ça va de tous les bords et tous les côtés. Oui, c'est ça. Ça va de tous les bords, tous les côtés, parce que c'est ça l'état des voyeurs de vue dans notre réalité pandémique. Avant, on parlait bien sûr des films qu'on venait voir au cinéma, mais là, on est libre de nous-mêmes. On s'est attaché à un concept, et ce concept-là, c'est bien sûr, c'est à chaque semaine, on parle d'un film qui est lié par le réalisateur, l'auteur ou le scénariste précédent au film qu'on a vu. La semaine passée, on a vu Con Air, et grâce à Steve Buscemi, nous avons écouté cette semaine Armageddon de Michael Bay, que nous allons discuter, mais après avoir parlé des nouvelles de la semaine ainsi que des films qu'on a écoutés cette semaine. Alors, moi, j'ai une petite nouvelle pour toi cette semaine. Vu que nous lions ces films afin de... Le chemin est tracé afin de se rendre au Snyder Cut de Justice League de Zack Snyder, qui est supposé sortir le 18 mars. Eh bien, sais-tu quoi? Il y a des gens sur HBO Max qui ont eu une belle surprise cette semaine, car bien des communs des mortels, alors qu'ils sont allés sur HBO Max pour visionner le film qui est, à mon avis, le plus gros effort pour pour éloigner les gens des salles, Tom et Jerry. Il est disponible sur HBO Max. Des gens l'ont syntonisé et une fois qu'ils l'ont fait, qu'est-ce qu'ils ont vu? Le Snyder Cut de Justice League. Alors, ça a pris quelques heures avant que HBO Max se rende compte de la bévue. Alors, ils l'ont enlevé. Fait que le film était comme pendant 2 heures sur le service. Et c'était pas assez pour le voir en entier, car on le sait tous. Il dure 4 heures, ce après-film-là. Alors, il existe en 2 heures en ce moment. Il y a des photos floues sur l'Internet qui sont disponibles. Pensez pas que c'est ça qui va nous empêcher de l'écouter dans 2 semaines. Mais je me demande comment ça arrive, en fait. Ça peut pas être comme YouTube où ce que je fais juste comme draguer un fichier puis faire comme clic, puis là, j'écris le titre, puis Ben, c'est ça. Puis surtout que ça soit lié à Tom and Jerry, tu sais. HBO Max, c'est pas comme juste comme une tank de poissons, puis quand les poissons se touchent, ça choisit des films, là, tu sais, genre, ça n'a pas de sens. Mais, en tout cas, je sais pas comment ça peut arriver. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit Snyder fan à l'intérieur, tu sais. The calls are coming from inside the house, d'après moi. Oui, absolument. Il voulait vraiment partager ça avec tout le monde au plus vite possible. Exact. Puis, tu sais, puis l'affaire qui est hot, c'est comme, moi, quand j'ai vu ça passer hier, je croyais que c'était une blague. Je croyais que c'était une affaire de Ben McClure. J'en as-tu déjà parlé de Ben McClure au show? Non, je pense qu'on n'a jamais expliqué le propos de Ben McClure. Ouais. Il est un journaliste du cinéma, n'est-ce pas? Et puis, ce qu'il aime faire, cependant, c'est que quand un nouveau film sort, il aime ça écrire un tweet dithyrambique au sujet du film, mais au milieu du tweet, il va tout le temps placer une phrase vraiment étrange,
Mais comme ça, les gens qui lisent le tweet, ils vont juste voir l'aspect positif, puis ils vont leur tweeter pareil. Fait que là, il reçoit des retweets massifs de j'ai adoré Ant-Man and the Wasp, une bonne comédie Marvel pour toute la famille. Cependant, je ne sais pas pourquoi ils se tuent entre eux autres au milieu du film. En tout cas, quel bon film. Ouais, c'est ça. Ou genre, comme là, son tweet justement de Snyder Cut, c'était comme c'est vraiment un masterpiece. Nanana. C'est parfait qu'il y a 90 minutes de P90X au milieu du film. Tu sais, comme de programme de workout. Genre. Fait que, tu sais, puis souvent, ils se ramassent dans des articles. Tu sais, quand il y a des articles dans Variety qui sont comme il y a eu le premier preview de Star Wars à Los Angeles hier. Il y a tout le temps Ben McClure qui dit puis là, pourquoi Chewbacca a une séquence musicale où ce qui danse sur du Nickelback, genre. Puis tout le monde, le monde, ça passe quand même dans le beurre parce que le monde sont tellement excités de partager des choses positives à propos des gros IP comme ça. Fait que je pensais que c'est ça qui se passait, en fait. Mais puis, non, c'est la vraie vie qui est arrivée. De plus en plus dans la pandémie, ces deux choses-là sont difficiles à concevoir. Je ne sais plus qu'est-ce qui est la vraie vie et qu'est-ce qui est juste des jokes de l'Internet. T'avais-tu une autre nouvelle pour nous, mon cher Alex? Ben, il y a une autre nouvelle, évidemment, importante, car nous sommes sous le joug des woke. Pepe Le Pew a été cancellé. Ah non! On a appris hier ou avant-hier que la production a décidé de couper au montage une scène de Space Jam 2 où est-ce que LeBron James explique le consentement à Pepe Le Pew, qui est la moufette date rape des Looney Tunes. Mm-hmm. Puis, encore là, ça sonne comme une joke. Ça sonne comme une affaire de The Onion qui est vraiment arrivée. Tu sais, parce que je dis pas... fait que, tout ça pour dire, bon, OK, premièrement, Pepe Le Pew a plus d'affaires à être dans Space Jam. Non. C'est un personnage qui il y a juste une joke qui est répétitive et inutile. Même quand j'étais très jeune, je me rappelle quand j'étais très jeune, tu écoutes Bugs Bunny et ses amis, puis là, t'as plusieurs dessins animés back-to-back. Puis quand c'était un Pepe Le Pew, j'étais comme, oh non. C'était vraiment comme fucking plate. Encore ça. Tout le temps la même hostie d'affaires. Puis là, certains vont dire, Yannick, Roadrunner, c'est tout le temps la même hostie d'affaires. Ouais, mais le coyote, au moins, il commande des gadgets différents qu'il tue. Tu sais. Ouais, fait que c'est ça. Fait que Pepe Le Pew allait être dans Space Jam 2, puis là, finalement, ils ont décidé de ne pas le mettre. Ce qui est une bonne idée, mais il aurait pu juste l'enlever et pas annoncer à la Terre qu'il avait tourné et commencé d'animer une scène où LeBron James lui expliquait le consentement. Parce que, je sais pas comment expliquer ça, genre, c'est sûr que le consentement, c'est une bonne chose. Hein? Je sais pas, c'est ridicule. J'ai de la misère à concevoir. L'affaire est ridicule. Je dis pas que c'est pas ridicule d'expliquer le consentement et d'obtenir le consentement, évidemment, mais de mettre une scène dans Space Jam de ça parce que quelque chose de 50 ans est problématique, quand tu pourrais simplement ignorer cette chose entièrement et personne va s'ennuyer de Pepe Le Pew. Tu comprends? Personne va être genre asti. Tout ce que ça fait, c'est faire fâcher Ben Shapiro là, puis Richard Martineau tout ça, genre. Parce que ultimement, personne n'aurait remarqué si Pepe Le Pew n'était pas dans Space Jam. Parce qu'on ne sait pas si Sophie Durocher s'est prononcée sur la cancellation de Pepe Le Pew. Elle va sûrement en écrire bientôt. Là. Elle est tout le temps en avance ses affaires. Mais tu sais, personne sortirait de Space, va sortir de Space Jam 2 en disant comme ah, c'est dommage qu'ils n'ont pas pu slider Pepe Le Pew là-dedans. Tout le monde s'en crisse. Là. Excepté probablement des fans hardcore de Pepe Le Pew. Là. Mais tu sais, tu veux plus genre que Porky Pig 1000 personnages avant lui. 1000 personnages. Fuck Pepe Le Pew. Il suck. Il est pas bon. Tu sais, on s'entend que Space Jam, je sais que là, il y a comme un amour nostalgique de Space Jam. Là. Mm-hmm. Tu sais, Space Jam, c'est comme le premier film que j'ai. Tu sais, c'est sorti quand j'avais genre 10 ans. Que j'étais conscient comme que c'était pour vendre des bébelles. Tu sais, dans le sens que je voyais beaucoup de produits dérivés de Space Jam. Puis le film dure genre 1h12, puis je trouvais ça quand même plate quand j'étais jeune. Puis, tu sais, les produits dérivés, puis les sacs de chips, puis les collations aux fruits, toutes ces affaires-là de Space Jam ont perduré pendant des années par après, tu sais. Qui donc qui est un puriste de Space Jam? Je sais pas c'est qui, mais je pense pas que leurs opinions sont tant valides pour moi. Sérieux, si il y a des puristes de Space Jam, ça doit être genre des
des méga brains de Looney Tunes qui sont comme ils n'ont jamais été animés beau de même, puis tu sais, les couleurs, tout le. Tu sais, moi, je suis pas fan de ces affaires-là, mais mettons que je peux imaginer, mettons que je triperais sur Looney Tunes, ça serait comme les voir animés en live pour de la pellicule, puis comme ça, mot à dire que c'était beau. Mais à part de ça, là, Space mais il y a Jam. même eu. Bref, grosse semaine de Space Jam, grosse semaine effectivement. de propriété de WB dans nos nouvelles. C'est ça. C'est toutes des nouvelles de propriété. C'est pas rien que ça, c'est vrai. C'est tout ce qui reste. C'est juste du IP. Regarde, puis pas nécessairement un problème avec ça. C'est juste. C'est ça l'affaire qui me fait capoter maintenant, c'est quand je vois les nouvelles de gens qui déchirent leur chemise sur les médias sociaux au sujet de tout ça, de trucs de Disney, de films de Marvel, des affaires comme ça. Pour la plupart, j'aime toutes ces affaires-là autant que ces gens-là, si c'est pas plus. Mais je ne vais jamais les crier ça a place publique. Mais là, pourquoi ils ont fait ça, cette affaire-là, blablabla. Je suis choqué. Martin Scorsese parle contre les films de Marvel. Il n'y a rien. Ça donne rien. C'est triste. Ouais. Mais tu sais, puis même, je dirais, vous avez gagné, genre vous étant juste ces gens-là. Il n'y a plus rien, il y a juste ça maintenant. Puis là, vous êtes fâchés que c'est pas exactement comme vous voulez ou que pas tout le monde est à cheval là-dessus autant que vous autres. C'est comme vous avez gagné, il n'y a plus rien qui se passe, ça. Il y a juste des crises de films de bonhomme, là. Laissez-moi vivre. Laissez-moi et Scorsese vivre. C'est vraiment du monde qui disent OK, Trump, c'est ton président, il faut que tu le respectes maintenant. Non, pas besoin de respecter Donald Trump. Puis là, je réalise que dans cette métaphore-là, je me campe comme un full-on MAGA qui a voté avec plusieurs fausses identités pour lui au scrutin. Mais bon, ça me dérange pas. Écoute, il faut ce qu'il faut. Hein? Des fois, il faut se camper. Il faut essayer d'aller être le bord pour le comprendre. C'est ça. Full MAGA pour moi. OK, je suis MAGA maintenant. C'est ça. C'est arrivé ici à l'émission. C'est comme ça que je me suis révélé comme étant MAGA à fond. Je vais parler peut-être qu'il y a plein de monde qui sont devenus MAGA accidentellement comme toi, tu sais, qui ont juste reculé dans un argument, puis là, ça s'est ramassé. Comme, obligé d'adorer Trump. Maudite merde. J'ai trop d'orgueil pour repasser sur mon argument boiteux. Fait que maintenant, je suis ça. Ouais, là, tu vas à Shop à Souvenir, puis tu regardes les casquettes rouges, donne-moi-en 5. Fait que là, je vais y aller avec mon premier film de la semaine. Oui. Cette semaine, j'ai été faire un petit voyage en 1968. J'ai été voir. Je suis resté à la maison, mais j'ai été sur le. Une fois de plus, j'ai utilisé iTunes pour me procurer un film. Mais là, cette fois-ci, il n'est pas popé sur Disney Plus gratis la semaine suivante. Il est juste comme tombé en vente vraiment pas cher cette semaine. Mais car j'ai payé plein prix, ça ne me dérangeait pas. J'ai vu The Odd Couple, réalisé par Gene Saks, un film de 1968, qui est bien sûr basé sur la pièce de théâtre de Neil Simon, qui met en vedette Walter Matthau et Jack Lemmon. The Odd Couple, ça base sur la pièce de théâtre, c'est Oscar et Félix, qui sont deux amis de longue date qui sont vraiment différents l'un de l'autre. Tu as Oscar qui est Walter Matthau, qui est vraiment comme un gars un peu crotté, qui est bon vivant, qui aime, qui boit, qui couraille. Et tu as Félix, qui est joué par Jack Lemmon, qui lui est un gars vraiment propre de sa personne, un peu maniaque, puis bien penché ses détails sur la propreté. Et ce qui arrive, c'est que Félix s'est fait quitter par sa femme. Il est en train de se divorcer. Et au début du film, il tente de prendre sa vie, mais finit par se retrouver chez Oscar pour sa game de poker hebdomadaire. Et là, Oscar, en voyant qu'il ne va pas bien, décide de l'inviter à emménager avec lui et ils vivent ensemble. Et en vivant ensemble, parce que les deux se voient divorcer maintenant, ils vont se taper ses nerfs, mais en même temps s'apporter des choses qui étaient peut-être les affaires qui, justement, ils n'apportaient pas à leur propre femme. Et même s'ils vont continuer à se taper ses nerfs, ils vont peut-être apprendre à mieux se connaître aussi à travers tout ça. Le film, c'est vraiment simple, c'est ça. Et puis,
J'ai bien aimé ça. J'aime vraiment ce qu'on appelle les body comedies ou les comédies de duo. Quand il y a un duo puis qu'il y a de l'humour d'impliquer, moi, ça vient tout le temps me chercher, que ce soit comme des affaires plus action avec comme un Midnight Run ou comédie romantique est une autre forme de ça. Les duos, j'aime ça. Et ce que Walter Matthau et Jack Lemmon font là-dedans, c'est ils sont immédiatement comme un super duo humoristique. C'est une structure narrative comme vraiment importante pour ce genre-là. Toi, Alex, avant l'émission, tu m'as dit que tu l'avais déjà vu. Ouais, je l'ai vu, ça fait longtemps. C'est parce que je l'ai vu dans le fond, je pense que quand je l'ai vu, je pensais que c'était aussi un Billy Wilder, genre. Fait que, tu sais, ce que je trouve qui est vraiment bon de ça, c'est ça définit vraiment les personnages comiques de Walter Matthau et de Jack Lemmon qui vont reprendre par la suite. Ils sont vraiment définis là-dedans, tu sais. Ils ont fait des films avant ça ensemble, là, mais comme là, on voit vraiment la dichotomie, tout ça. Puis, tu as raison, c'est comme la relation des personnages, dans le fond, c'est même si le sitcom existait à cette époque-là, ça reste la fondation du sitcom. T'sais. Ce que c'est, dans le fond, des Odd Couples, c'est. Puis la majorité de Neil Simon, c'est un peu comme du sitcom filmé ou sur le stage. Là, du sitcom, mettons, mais qui passait à 1h30 plutôt que 20 minutes. Là. Puis, comme ça fait longtemps que je l'ai vu, fait que j'ai pas tant. Je me souviens que Walter Matthau porte autant comme des sweatsuits gris avec des taches dessus. Genre. Surtout au début, là, il est comme recouvert de sueur. Mais plus tard dans le film, il est tout le temps comme un beau, un pas pire blazer pas trop structuré, avec des pantalons un peu lousses et un t-shirt qui a l'air confortable. Là. Gros look de Walter Matthau dans ce film-là. Là. Une série. Justement, il y a eu un sitcom par la suite avec Tony Randall et Jack Klugman. Et il y a eu un reboot de ça quand même récemment avec Thomas Lennon et Matthew Perry. Qui était pas bien bon, mais qui n'a pas duré longtemps non plus, je pense. Ouais, ça m'a surpris. Il me semble que n'importe quel acteur de Friends qui décide de faire Odd Couple, tu penses que ça va durer 7 ans, là, mais. Ben, surtout que je me souviens de l'avoir vu dans une chambre d'hôtel à un moment donné parce que j'ai pas eu la TV depuis 15 ans, là, mais. Puis de penser que Matthew Perry l'avait vraiment, l'affaire. Il était comme vraiment, il avait le physique de l'emploi, puis il est juste comme le genre de. En anglais, on dit un schlub, là, il est schlubby de la façon nécessaire. Mais que c'était un peu comme ça. C'est une genre de prémisse qui s'essouffle éventuellement. J'en parlais tantôt parce que je me suis rendu compte que cette semaine, j'ai aussi regardé un film réalisé par Gene Saks et écrit par Neil Simon. Donc, on pourra passer à ça plutôt que mon film que j'allais faire initialement. Mais Odd Couple, c'est peut-être un des plus concis, tu sais. Un des films, des adaptations de Neil Simon qui est le plus... qui s'essouffle le moins rapidement, en fond. Parce que je pense que souvent, c'est beaucoup dans le... quasiment du vaudeville, là, du door slamming, quelqu'un rentre d'une porte, quelqu'un rentre de l'autre. C'est toujours des... Très théâtral, parce que justement, ça. C'est des pièces de théâtre à la base. Là. Des décors théâtrales, puis c'est pas vraiment... Il n'y a pas vraiment du gros travail qui est fait pour que ça a l'air d'un film. Mais c'est ça, ouais, c'est bon. Puis c'est quand même, je sais pas si tu peux confirmer, il me semble que ça avait plutôt bien vieilli pour l'époque. Oui, ben, tu sais, ça vieillit bien, mais c'est surtout que c'est aussi moins surprenant maintenant parce que je suis capable d'imaginer qu'en 1968, dire que ces deux hommes-là s'apportent quelque chose qui manquait dans leur relation avec leur femme, mais qui se tapait ses nerfs pareil. C'était un propos tout de même assez modulé. C'est pas. Il y a plusieurs affaires dedans que là, à cette heure, depuis que le terme bromance existe, c'est sûr que ça, c'est moins surprenant, mais de voir comme quelque chose qui parle de ça en 1968, c'est tout de même bien surprenant. Mais oui, ça vieillit très bien, mais je vais dire que tout ça m'a fait vraiment réaliser quelque chose que je pense que je savais déjà, mais je sais plus que jamais. Là. I'm mad about Matthau. Je pense que j'aime plus que jamais. J'aime Walter Matthau parce que, dans l'année dernière, j'ai vu pour la première fois The King of Pelham 1, 2, 3, dans lequel il est vraiment bon, puis qu'il a toute sa personnalité. Pendant qu'il était encore sur Criterion, j'ai vu Hopscotch, qui est comme
Le film d'espionnage avec une bière, mettant en vedette Walter Matthau, qui est un espion qui boit de la bière puis qui Ouais. roast ses masters de la CIA par la poste. Mhm. Puis aussi, qui est dans Charade avec Audrey Hepburn. Je connaissais déjà Walter Matthau. Je me rappelle d'avoir vu Grumpy Old Man quand j'étais vraiment, vraiment jeune. Puis j'ai toujours eu, si t'aimes l'illustration des années 60-70 comme moi, ton artiste préféré, à un moment donné, fait une caricature de Walter Matthau. Là, fait que, il y a sa face, il y a sa vibe tout le temps. Je l'aime beaucoup. Puis là, je le vois dans les films, je suis comme, ah ouais, il est vraiment cool, sa personnalité. Puis, là, je vois que davantage, j'ai comme 5-6 films avec Jack Lemmon. Puis là, je veux tous les écouter. D'ailleurs, leur dernier film ensemble, Body Body, en 81 ou 2, c'est le dernier film de Billy Wilder. Ah, ben, c'est pas leur dernier film ensemble, ils en ont fait 10 000 après. Ouais, mais c'est le dernier film de Billy Wilder. De Billy Wilder, il a comme fait comme, c'est quoi, c'est assez, là. J'étais carré. Ça n'a pas marché, là, puis... Mais bref, gros fan de Walter Matthau, de ces two-handers avec Jack Lemmon, et je compte aussi tout visionner ça dans l'année qui s'en vient. Ouais, ben moi, je pense que je t'en ai déjà parlé avant, mais Charlie Varick de 1973 aussi. Je l'ai mis dans ma liste de Letterboxd. Il est là. Crissement badass quand même comme film. C'est un film de Walter Matthau qui est badass. C'est quand même bien. Puis l'autre que j'allais dire, c'est Bad News Bears. Ah oui, l'original. Qui est évidemment genre le blueprint pour des centaines de milliers de films d'enfants dans des équipes de sport. Là. Mais de voir Walter Matthau en coach qui s'en calisse, qui vide du scotch dans sa canne de bière sur le terrain. C'est vraiment sick. C'est ça, ouais, ben c'est ça. Il y a une grosse carrière de Walter Matthau. Puis si tu vas plus avant, mettons, au début des années 60, mais là, il fait souvent des méchants, des personnages quand même de gangsters, puis des affaires plus. Il va s'éloigner de ça éventuellement. Mais moi, j'ai parlé justement, parce que parlant de Gene Saks et de Neil Simon, j'ai écouté Barefoot in the Park sur Criterion, un film de 1967, donc juste avant The Odd Couple. Donc, ils ont dû les faire back-to-back. Et Barefoot in the Park, c'est avec Jane Fonda et Robert Redford qui jouent Corey, qui est joué par Jane Fonda, et Paul, qui est joué par Robert Redford, se marient après une semaine entière de rester dans leur chambre d'hôtel en fourrant sans jamais sortir, se marient et décident d'aller habiter ensemble dans un appartement au 5e étage d'un building dans Greenwich Village dans les années 60. Donc, c'est un peu crotté, c'est un peu bohémien. Et Corey est un petit peu plus hippie, est un petit peu plus bohémienne, tout ça. Et Paul est un avocat que j'ai décrit sur Letterboxd comme étant un bon parti pogné du cul. Ce qui est essentiellement ça. Là, c'est comme un avocat, je pense, comme pas une rapace, mais il veut faire de l'argent pour avoir un beau suit, puis boire du scotch, puis vivre dans une maison propre, puis avoir ses chemises repassées, tout ça. Puis il déménage dans un tout petit appart qui est quand même crotté, qui est quand même pas tant le fun. Là. Puis il se lie d'amitié avec le voisin d'en haut qui vit dans le grenier, qui est joué par Charles Boyer. C'est comme l'acteur par excellence du vieux Hollywood qui jouait des Français. C'est un Français. Mais tu sais, une petite moustache, qui a un doute qui fume une cigarette sur un truc avec un ascot. Puis, tu sais, comme la caricature du bourge français dans des films américains, c'est lui. Mais lui, c'est un genre d'excentrique qui adore la cuisine de partout dans le monde, puis se saouler, puis tu sais, comme il dit, genre, je pense que je suis plus vieux que je pense que je suis. T'sais, dans le fond, il se prend encore pour un jeune, puis il veut cruiser, tout ça. Puis il se lie d'amitié avec Corey. Et ça fait chier Paul, parce que Paul, il est comme, moi, je veux qu'on soit normal, je veux qu'on soit des gens propres, qui ont des amis propres, normaux, qui portent des cravates, pas des hosties de vieux weirdos. Puis là, elle invite sa mère à souper. Elle essaie de matcher sa mère, dans le fond, avec Charles Boyer qui habite en haut, mais sa mère, elle aussi, est très conservatrice, elle est très normale, tout ça, fait que ça marche pas vraiment, mais ils ont une belle grosse soirée dans un restaurant genre bavarois, non pas bavarois, estonien, on a fait dans le même. C'est l'affaire la plus weird qu'ils ne pouvaient pas imaginer en 1967, là, genre quelque chose de l'Europe pays de l'Est. Ouais. Ouais. Puis ça fait comme révéler à Corey que, dans le fond, peut-être son mari puis elle, ils n'ont pas tant d'affaires en commun que ça.
sais, qui ont une attirance physique, mais que finalement, ils se sont peut-être mariés trop vite parce qu'elle, elle veut explorer les affaires, puis tu sais, elle aime le monde weird, puis les affaires weird. Puis lui, tu sais, il veut juste comme, tu sais, whatever, genre, s'asseoir sur le divan, manger des raisins. Fait que c'est ça, c'est un film, c'est extrêmement un film de 1967, là, je te dirais, là, tu sais, de par ce que ça raconte, là, c'est-à-dire, tu sais, le mélange entre... bon, la contre-culture, on va se dire, Jane Fonda, surtout à cette époque-là, n'était pas encore, pas Hanoi Jane encore, quoi, qu'elle était sur le bord. Ouais, elle militait pas contre le Vietnam, elle était Exact, pas... c'est ça. Mais tu sais, mais ça s'en venait, là. Elle avait déjà commencé, mais elle n'était pas au par... Tu sais, je veux dire, le personnage qu'elle représente dans le film, c'est pas ce qu'elle allait représenter dans les médias, mettons, 4-5 ans plus tard. Mhm. Tu penses, tu sais, comme moi, quand je suis embarqué là-dedans, j'étais comme, OK, ça va être c'est une comédie romantique légère de batifolage, c'est comme un Rock Hudson, Doris Day un peu, mais tu sais, des années 60. Puis dans le milieu, ça devient quand même un peu plus élevé. Ça parle plus de choses. Tu sais, comme ça me surprenait qu'un film de 1967 aille là, tu sais, aille à genre, est-ce qu'on devrait vraiment être ensemble parce qu'on est trop différents? Est-ce que, tu sais, qu'est-ce que c'est des valeurs? Est-ce que, tu sais, c'est important d'avoir des valeurs personnelles? Puis, tu sais, c'est pas grave. Pas que c'est pas grave, mais tu sais, si quelqu'un n'a pas les mêmes valeurs que toi, est-ce que tu peux vraiment partager ta vie avec eux, tu sais? Ça, j'étais comme, OK, wow, le film, ça va à des places intéressantes, puis ça finit avec plus de batifolage, puis de claquage de porte, puis de niaisage de même. Fait que, tu sais, comme Odd Couple, c'est très, très sitcom. Tu sais, il n'y a pas beaucoup tu sais, presque tout se passe sur, dans le fond, le plateau qui est l'appart. Puis souvent, pour des longs bouts de dialogue, le monde sont juste piqués, là, tu sais. C'est très comme de la vieille TV, là, tu sais, où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de mise en scène, il n'y a pas beaucoup de mouvement, tout ça. Mais, tu sais, je veux dire, c'est très charmant, tu sais, puis c'est Jane Fonda et Robert Redford en 1967, c'est très charmant de les regarder aller. Oui, absolument. Ils sont crissement bons à juste être. Tu sais, il y a du monde, plein de monde qui était bon à être dans ce temps-là, mais eux autres, deux des meilleurs. Là. Fait que, tu sais, juste les regarder faire rien, t'es quand même comme, tu sais, écoute, c'est mieux que plein d'autres affaires que je pourrais faire en même temps. Mais le film est un petit peu trop léger, même pour la légèreté que ça veut nous communiquer. Là. J'ai trouvé ça quand même un peu, en bout de ligne, insignifiant, je te dirais. Comme... C'est très léger. Mais quand même, je m'attendais quand même à ça aussi. Je dois dire que je pensais pas que j'allais rentrer là-dedans et que ça allait être du Tarkovsky. Là. Mais même pour ce que ça dit que ça va nous offrir, j'ai trouvé ça assez relax. Là. Mais tu sais, c'est du bon temps. Si vous aimez les prémices sitcomesques, puis ce truc-là, c'est encore sur Criterion jusqu'à la fin du mois. Ah ben, Kim, je vais jeter un œil là-dessus. Mais je vais te dire, je vais te parler de quoi j'ai jeté un autre œil ce dernier week-end. J'ai été voir la nouveauté sur Disney+, Raya and the Last Dragon, qui est disponible en accès premium. Alors, ça veut dire qu'il faut que tu payes comme tout de même comme 30$ pour le voir, ce qui est beaucoup considérant que si tu es membre Disney+, à un moment donné, il va tomber dans ta machine gratis. Alors, je te dirais que c'est beaucoup pour ça. Mais c'est ça, c'est réalisé par Don Hall et Carlos Lopez Estrada. Carlos Lopez Estrada, c'est comme sa première fois qu'il fait de l'animation. Il a fait un film qui s'appelle Blind Spotting en 2017. Mais Don Hall, c'est un des co-réalisateurs de Moana. Et c'est écrit par Adèle Lim, qui a aussi fait de la scénarisation pour Crazy Rich Asians, et Nguyen, qui c'est son premier script en termes d'animation pour Disney. Comme je viens juste de mentionner, c'est fait par un des réalisateurs de Moana. Alors, c'est un film qui est dans le moule de Moana, qui aussi semble faire partie de l'approche de Disney des dernières années où c'est facile de voir juste quelque chose de creux, de corporatif, mais c'est de créer tout le même genre d'aventure qu'ils ont fait, mais pour différentes cultures de par le globe, qui sont tous des auditoires qui veulent voir quelque chose qui leur ressemble. Et par conséquent, Disney
engage du monde compétent pour créer des histoires et des aventures qui matchent justement avec ces autres histoires-là, ces cultures-là. Dans le cas de Moana, ben, c'était tout du monde, c'était toute une culture polynésienne. Des trucs genre, ben, avec Raya and the Last Dragon, on rentre dans un monde de fantasy qui est vraiment sud-est asiatique, là, qui est le Vietnam, le Cambodge, les Philippines, Laos. Fait que c'est dans un monde fantaisiste comme ça, qui s'appelle Kumandra, où leur mythologie est bien sûr liée au dragon. Et on suit Raya, qui est une princesse qui a appris à ses dépens à ne faire confiance à personne parce que là, elle vit dans un monde qui a été ravagé par un problème qui est arrivé lorsqu'elle était plus jeune, ce qui lui a poussé à ne pas faire confiance à personne. Et là, elle décide d'essayer de sauver son royaume en ramassant différents morceaux d'une perle cassée qui est magique pour essayer de retrouver justement les dragons qui vont ramener la prospérité et la vie à sa contrée. Puis justement, elle découvre ce dragon-là qui est bien funné et qui est joué par Aquafina. Dans une performance d'animation que c'est comme de la façon que le personnage est animé puis les dents que le dragon a, c'est comme ça peut juste comme être Aquafina, là, c'est mappé sur elle. Bref, elle fait équipe avec Aquafina, puis elle se promène de par son royaume et elle se ramasse un crew. Puis aussi, elle essaie de trouver des morceaux de perles et elle doit se battre contre son ami d'enfance qui a créé des problèmes. Fait que tout ça, c'est rien de surprenant. C'est de l'histoire d'aventure mythologique disnéen, comme ils nous ont vraiment habitués depuis un bon bout. Et c'est super bien fait. C'est vraiment bien exécuté. Puis ça réinvente pas la roue, mais cette roue-là est peinte et décorée avec soin. Tu as vraiment la sensation comme d'un travail qui a été fait pour créer un monde de fantasy qui est le fun, qui, si tu regardes juste le trailer, ressemble beaucoup à ce qu'il y avait dans Avatar de Last Airbender. Mais finalement, même si c'est proche de ça, c'est pas exactement ça. C'est Kelly Marie Tran qui, dans Last Jedi et très peu dans Rise of Skywalker, qui joue Raya. Puis elle a une super bonne. Comme c'est niaiseux à dire, mais c'est important l'animation. Sa voix a une super bonne présence. Alors, ça, c'est vraiment bien. J'ai donné comme 3 étoiles et demie parce que j'ai l'impression que les affaires qui sont faites par Disney, il y a comme déjà un niveau de compétence qui est là. Puis j'ai l'impression que pour aller en haut de 3,5 ou aller à 4 ou plus haut, il faut qu'il y ait quelque chose de quasiment transcendant dedans parce qu'il y a une qualité d'exécution de base qui est tout le temps là. Fait que je suis là à 3 étoiles et demie et j'ai trouvé ça vraiment bien. La seule affaire que je dirais, c'est que elle se ramasse les sidekicks qu'elle se ramasse, c'est vraiment comme, à un moment donné, il y en a un qui est comme un bébé qui fait des cons. Puis ça, je suis comme, ça c'est du boss baby shit. Pas besoin de ça dans le film. Mais tu vois que c'est une façon d'avoir comme une variété de différents sidekicks funnés, des jokes pour tout le monde, je comprends ça. Mais des jokes pour les bébés. Des jokes pour les bébés et pour les enfants. Mais ça, c'était vraiment bien, mais tu sais, je pourrais pas dire immédiatement comme, OK, non, drop le 30$ pour, si vous avez déjà Disney+, attendez qu'ils deviennent disponible tout ça sur la plateforme. Là. C'est une bonne vue. Ou si vous avez une situation de cinéma safe dans votre coin, allez le voir en salle aussi. Ça aurait plus de la peine parce que avec ces visuels-là, tu veux plus le voir sur un gros écran que sur l'écran chez moi. Excellent. Moi, j'ai regardé un film, Yannick, qui est dans tes tales un peu. J'ai regardé un film sur la lutte. Oh yes! J'ai regardé, toujours sur Criterion Channel, évidemment, The Foul King. Film coréen qui est sorti en l'an 2000, réalisé par Kim Ji-woon. Kim Ji-woon, qui est probablement son plus grand film, c'est I Saw the Devil, ou The Last Stand, qui était son film américain. Là, avec Arnold. Tale of Two Sisters. Dans le fond, il a fait. C'est vraiment le 3e réalisateur coréen en termes d'importance, comme planétaire, là, après Park Chan-wook et Bong Joon-ho. Donc ça, c'est son 2e film. C'est avec Song Kang-ho, qui était le père dans Parasite, qui est dans presque tous les films coréens que je regarde en ce moment. Genre, peu importe. Des fois, c'est pas lui l'acteur principal. Puis là, je suis comme, tiens, Song Kang-ho, il était dans Joint Security Area que j'ai parlé la semaine passée. Tu dirais qu'il est
il est qui en termes de, mettons, un équivalent nord-américain, Song Kang-ho? On pourrait dire que c'est qui? Ben, tu sais, l'affaire qui est intéressante aussi, c'est que ça a changé pour lui. Tu sais, ça a changé rapidement. Comme dans ça, il est très. Tu sais, il a l'air d'être dans BTS. Tu sais, il est meg. Tu sais, puis il a, je sais pas, il doit avoir à peu près 35 ans, mais il a l'air d'avoir, tu sais, 19 ans, puis il a des petits cheveux, puis, tu sais, il est comme. Tu sais, il se ressemble, là, mais tu sais, il a pas le même physique de l'emploi, mettons, qu'il y a dans Parasite ou dans Taxi Driver ou, tu sais, dans des films plus récents. Pour ça que c'est quand même weird. C'est pas tant weird parce que ça fait 20 ans. Mais j'étais comme, moi, dans Parasite, il y a des enfants adultes. Puis dans ça, il a l'air d'avoir genre, 21 ans. Fait que c'est comme. euh, ça s'est passé rapidement, mettons. Mais je dirais que c'est l'équivalent de qui de. Dans Parasite, il y a quelque chose de fripé Luc Picard-esque. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, Luc Picard, il a été frippé plus longtemps et avec plus de constance là, que son Ah oui, Kang-ho, non, mettons. c'est clair. Tu sais, je te dirais qu'il est plus dans la mesure de. Il est-tu. Non, il est pas assez étrange. Il est comme une face tout de même marquante, un peu comme Mads Mikkelsen, mais il est pas exactement. Je sais. Mads Mikkelsen dans son pays où il peut jouer du monde normal. Oui, ben c'est ça, oui. Mads Mikkelsen, mais tu sais, Song Kang-ho, il n'a pas eu de carrière américaine. Il est dans Snowpiercer, mais tu sais, qui est un film de réalisateur coréen. Mais tu sais, comme Mads Mikkelsen, c'est ça, quand il est dans des films en Amérique du Nord, c'est tout le temps le méchant weird avec une cape. Puis quand tu regardes des films danois, ben, c'est comme, voici un professeur, voici un concierge, voici un vendeur de drogue, tu sais, de bas niveau. Fait que c'est vrai qu'ils ont un peu ça, tu sais. Je te dirais peut-être même Viggo Mortensen, genre. Ouais. Tu sais, comme Viggo Mortensen aussi, tu sais, il a comme changé rapidement. Là, tu sais, il est devenu puissamment papaesque, comme d'un jour à l'autre. Tu sais, il a fait Eastern Promises, là, t'étais comme aïe, ce dude-là va m'arracher la tête. Puis là, tu sais, 2 ans plus tard, il n'a plus jamais refait ça. Fait, peut-être un genre de Viggo Mortensen, tu sais, ou je sais pas. Mais en tout cas, bref, The Foul King, dedans, Song Kang-ho joue Im Dae-ho, qui est un genre de. Ben, il travaille dans une banque. C'est un jeune loser coq, bêta male, qui travaille dans une banque puis qui se fait boulier par son boss. Son boss le fesse parce qu'il n'y a pas des bonnes performances. Son boss, en fait, le met dans des headlocks tout le temps. Il pogne la tête, puis là, il fait sors-toi de ça. Puis là, il est comme, il est très faible, il n'est pas capable. Donc, il devient intéressé par des cours d'autodéfense et se ramasse dans un gym d'un ancien lutteur un peu déchu, qui enseigne la lutte au monde. Et il dit, ben, j'aimerais ça apprendre la lutte ici. Puis le vieux coach de lutte, il est comme, non, va chier, t'es un imbécile, tu peux pas être ici. Puis là, le coach de lutte se fait approcher par un promoteur qui veut amener comme des lutteurs japonais faire un fight en Corée. Mais ce qu'il demande, c'est que le promoteur ou le coach coréen lui donne un lutteur qui est un tricheur. Je ne sais pas s'il y a un mot pour ça. De plus, tu sais, comme dans le lexique de la lutte nord-américaine. Là. Mais tu sais, quelqu'un qui cache des affaires dans sa botte puis qui fait, tu sais, qui brise les règles, là, un genre de. Comme un jobber, mais un jobber en plus qui ça serait fait des shit illégales. Ça serait un heel. Ça serait vraiment un heel, un méchant. Puis je crois que le terme plus accepté, c'est juste comme un rule breaker. OK, ben, un rule breaker. Fait que lui, il dit j'ai besoin de quelqu'un qui va être un rule breaker parce que c'est ça qu'ils ont demandé, genre, tu sais, pour triompher. Je pense que c'est une affaire un peu politique, là, genre. Le japonais il est plus connu, puis s'il gagne, il faut que ce soit contre quelqu'un qui paraît encore plus mal, I guess. Im Dae-ho commence à s'entraîner pour faire ça. Puis la facture de ça est très simple, là, c'est très Rocky Underdog, un film qu'on a vu 100 000 fois avant. Mais il y a plusieurs avantages là, que ce film-là a que d'autres films de cette facture classique-là n'ont pas. Premièrement, Song Kang-ho fait vraiment beaucoup de slapstick physique dedans. Puis c'est pas vraiment quelque chose que je l'avais vu faire dans d'autres films. Là. Mais comme il y a une scène où il se couche sur un banc pour bencher. Là. Puis là, il arrive la joke qui arrive tout le temps quand quelqu'un est trop faible, ça il tombe sur le coup, puis là, il fait oh! Puis là, il y a une fille qui est là, la fille du boss. Là. Puis là, il fait du faire signe pour qu'elle l'aide. Puis là, il n'y a vraiment pas beaucoup de poids dessus. Là. Je sais pas c'est quoi le plus petit poids que tu peux mettre sur un bench, là, mais c'est ça, ça doit être genre 40 livres, là, je sais pas trop. Puis là, tu le vois comme se glisser en dessous de l'affaire, puis là, son hoodie reste pogné dedans. C'est très
élaborés, là, des jokes un peu style Jim Carrey ou la scène où Leo DiCaprio prend des Quaaludes là, dans Oh là Wolf of Wall là! Street. Pas aussi, tu sais, je veux dire, c'est pas Martin Scorsese, fait que tu sais, c'est pas aussi. Je pense que tout le monde a moins confiance en eux que dans ce film-là. Là. Mais tu sais, ce genre de joke-là, beaucoup de jokes physiques, des niaiseries un peu slapstick, mais bien dosées. Réaliste, mais quand même, là, genre poussé au plus loin que ça pourrait être slapstick. T'sais. Il y a beaucoup de jokes aussi de. Il se fait donner, mettons, une fourchette en bois qui est supposé utiliser ça pour faire semblant de piquer le dude, mais là, il inverse les fourchettes. Fait que, tu sais, il pique un dude dans la tête sur le ring, puis ça spray vraiment comme dans Evil Dead. Fait que, tu sais, ça, c'est l'autre affaire que j'ai trouvé vraiment bon, c'est que, tu sais, il y a les ruptures de ton du cinéma coréen de cette époque-là. Parce que, tu sais, sur papier, ce que c'est vraiment, ça pourrait être un film de Jack Black de 2002. Là. Tu sais, c'est extrêmement cordé, prévisible, tout ça. Mais il y a des weird ruptures de ton. Fait que quand c'est dramatique, c'est vraiment dramatique. Quand c'est violent, le sang pisse. Justement, son boss est tout le temps en train d'essayer de le battre. Tu sais, une affaire qui n'est pas vraiment réaliste dans le monde, ce qui se passe. Tu sais. C'est très le fun. Ça ne réinvente pas la roue, comme tu dis, là, mais la roue est pleine de sang. C'est comme... Mais t'es comme, wow! C'est ça. Mais tu sais, comme ça prend des twists puis des chances qu'un film nord-américain avec la même prémisse ne prendrait pas vraiment. Puis, tu sais, c'est quand même bien fait aussi, là. Tu sais, je dirais qu'au niveau de la réalisation, ça me fait un peu penser à Edgar Wright. Surtout, tu sais, à cette époque-là, là, Space, là, genre, tu sais, comme les genres de gags visuels de Space, avant qu'il y ait recours à, tu sais, plein d'effets spéciaux puis d'affaires plus complexes. Fait que, tu sais, c'est un peu dans ce genre-là. Ça m'a fait un peu penser à ça, dans le sens que, tu sais, c'est très précis dans sa facture visuelle, dans la façon de livrer des jokes. C'est pas aussi speedé, mettons, que je te dirais que du Edgar Wright peut l'être. Mais en tout cas, j'ai vraiment trouvé ça quand même le fun, tu sais. Puis j'avais regardé son premier film à ce réalisateur-là, qui était The Quiet Family, qui était ordinaire, mais là, je suis comme, ouais, je vais regarder le reste, là, tu sais, comme... Quiet Family, c'était un peu plus... ça me faisait penser à Shallow Grave, là, de Danny Boyle, le premier film. Puis en plus, Quiet Family, ça a été refait quelques années plus tard par Takashi Miike avec Happiness of the Katakuris, qui est un film tellement plus Coco Banane que le film que ça remake de 3 ans auparavant, que tu sais, c'est comme ça, ce film-là n'a plus aucune chance. C'est un film qui ne pourra pas, tu sais, je m'excuse, mais Takashi Miike est arrivé, puis là, ça n'existe plus. Fait que c'est ça. Foul King, il est taillé sur Criterion jusqu'à la fin du mois. Vous allez reconnaître que je suis juste en train de regarder les films qui expirent à la fin du mois. Parce qu'ils enlèvent la collection Peter Sellers, la collection horreur, la collection Jane Fonda, puis la collection coréenne, tout ce mois-ci. Fait que les I gotta hustle. Ouais, non, c'est ça. Pendant que c'est là. Voilà. Mais là, on va passer à notre film de la semaine. Le film que Steve Buscemi nous a pris par la main de Con Air et a décidé de nous amener. Dans une piscine vide, faire un tea party. Et ensuite, on est passé. Oui. C'est ça. Un film auquel j'ai donné 4 étoiles sur Letterboxd et qui m'a valu des réactions sur Instagram parce que je communique mes étoiles sur Instagram. Ouais. Beaucoup de gens m'ont comme 4 étoiles? Tout quelqu'un qui me dit t'as donné 3,5 à Raya puis 4 étoiles à Armageddon, qu'est-ce qui se passe? Mais là, ce qui se passe, c'est qu'en 1998, Michael Bay a fait un film qui s'appelle Armageddon. Et c'est un film qui met en vedette Bruce Willis, qui met en vedette l'ami et le patron saint des voyeurs de vue, Big Benny Affleck, Liv Tyler, Steve Buscemi, Billy Bob Thornton, Owen Wilson, Michael Clark Duncan, Udo Kier, il est là. Peter Stormare. Moult gens. Oui. Et ça met en vedette... Ça nous l'explique. Le film commence avec un météore qui tombe sur Terre puis qui dit un petit météore a tué tous les dinosaures et là, il y a pire qui s'en vient. Alors, quand on apprend qu'un énorme météore va détruire la planète, la NASA réalise qu'une seule personne, il y a juste un plan à faire, c'est d'aller chercher
des drilleux d'huile et de les entraîner pour qu'ils puissent aller sur l'astéroïde et driller l'astéroïde afin d'y dropper une bombe et de faire exploser toute la patente. Et le meilleur drilleur sur Terre, c'est Harry Stamper. Harry Stamper, qui, lui et son jeune compatriote AJ Frost travaillent ensemble sur la même plateforme d'huile, sont engagés et leur crew afin de se faire apprendre comment devenir astronaute, parce que tu ne pourras pas apprendre à des astronautes à être des drilleurs, c'est clair. Non, c'est ça. À travers cet entraînement-là, et je te dis que ces hosties de tête d'œuf-là de la NASA vont comprendre qu'ils ne comprennent rien, puis que Joe Sixpack, le vrai homme qui travaille les drills, lui, il sait c'est quoi le quoi. Et ensemble, ils iront sur la Lune, pas sur la Lune, ils iront sur l'astéroïde afin de le faire exploser et de sauver la planète. Mais le tout sera livré en kaléidoscope, comme seul Michael Bay peut l'offrir et le livrer. C'était ma première fois que je voyais Armageddon, mais toi, Alex, qu'en as-tu pensé? Moi, je l'avais vu une fois quand c'est sorti là, à l'époque. Puis, je pensais à ça tantôt, je pense que c'est juste arrivé à un extrêmement mauvais moment dans ma cinéphilie. Parce que, quand j'ai vu ça, je dois avoir 12 ans, mettons. C'est comme quand j'ai 13 ans que j'ai commencé à m'intéresser au cinéma de façon plus sérieuse. Et quand tu fais ça, tu dois regarder ce que tu as aimé dans le passé, ce que tu as vu, et te rendre compte que ça, ce n'est pas tout le cinéma. Puis en 1999-2000, au début de l'Internet, tout ça, Michael Bay était la tête de Turc parmi les têtes de Turc. Il exemplifiait exactement ce qui n'était pas du bon cinéma, du vrai cinéma, so to speak, ce n'était pas. Et donc, j'avais très peu de souvenirs d'Armageddon. Je l'ai vu, je m'en souviens que je l'ai vu. C'est ça, ça fait 23 ans que je ne l'ai pas revu. Là. Peut-être que j'ai vu des petits bouts ici et là, mais. Et donc, je savais à quoi m'attendre et j'étais un peu réticent. Je voulais pas vraiment. J'étais comme maudit Armageddon, maudite affaire. C'est tellement comme too much tout le temps. C'est tellement. Armageddon, c'est tellement Armageddon que j'étais comme ouais, mais je pense que ça va être un peu, pas vraiment un so bad it's good, mais comme un peu repasser une notion de culture populaire qui existe, que tu le veuilles ou non. C'est un peu ça que. C'est un peu avec cette attitude-là que je l'ai regardé. Et je dois dire, ce que j'ai écrit sur Letterboxd, c'est encore ce que je pense vraiment d'Armageddon, c'est que c'est débile de toutes les définitions que tu peux dire de débile. Dans le sens que, c'est débile négatif, genre, c'est vraiment niaiseux, c'est complètement stupide. Mais c'est débile dans le sens que tu fais, ah man, débile, comme, il y a un plaisir inhérent là, à Armageddon qui transcende à quel point c'est stupide. Puis c'est vraiment stupide, là. C'est comme. Mais c'est aussi, je pense, c'est un film avec pas beaucoup de. C'est très peu prétentieux. Il y a une prétention comme ou une anti-prétention qui est comme moi, je fais juste un film, c'est juste une vue, c'est juste un film. Puis Michael Bay dit ça. C'est une chose qu'il dit dans le commentaire sur Criterion. Là. C'est comme genre, moi, je fais juste un film pour le monde qui aime ça aller voir des films. Pas les films, ils n'ont pas besoin d'être intelligents. Puis je pense que ça, c'est faux. Dans le sens que le film, que ce soit voulu ou non, est quand même un bon exemple d'un type de cinéma. Et je te dirais que c'est peut-être le plus Michael Bay des films de Michael Bay. Et que par la suite, hormis quelques exceptions, il y a trop mis de Michael Bay dans Michael Bay. Je pense que, comme. Parce que la différence entre Armageddon et Transformers, c'est que, les Transformers, c'est des bonhommes en CGI, puis dans Armageddon, les Transformers, c'est Owen Wilson puis Steve Buscemi. C'est juste ça, la différence de la façon que c'est monté, que c'est tourné, tout ça, genre. Fait que je pense que, la base organique d'Armageddon est son point fort, là, je pense. C'est le fait que ça a été fait dans le temps fallait quand même qu'il y ait une base vraie. Pas tout pouvait être peinturé en CGI. Mm-hmm. Et c'est ça qui fait de ça un film intéressant et valide,
Bon, je ne suis pas certain. Je sais pas si c'est un bon film, mais c'est certainement quelque chose qui se regarde avec beaucoup de plaisir et qui a quand même un potentiel d'analyse, là, tout de même, je pense, là, d'un point de vue cinématographique. Là, ça se défend, mettons. Ouais, c'est... Moi, ce que... j'apprécie à un certain niveau Michael Bay parce que tu le sais que lui, il met tout le temps ce qu'il veut à l'écran. Mm-hmm. Fait que ça, je trouve ça intéressant quand quelqu'un peut... Tu sais, pratiquement tout le monde a des gros budgets souvent, puis que c'est avec des propriétés intellectuelles. Il faut qu'ils suivent des règles, des affaires comme ça. Mettons, pour les Transformers, il a dû en suivre un peu, mais même là, Michael Bay fait ce qu'il veut. Mm-hmm. Puis, fait que j'apprécie, regarde, moi, je me rappelle d'avoir copié Bad Boys quand j'étais jeune au club vidéo et puis de l'avoir écouté maintes et maintes fois parce que j'adorais Fresh Prince of Bel-Air, j'adorais Will Smith. Fait que moi, mon entrée dans Michael Bay, c'est bien sûr c'est Bad Boys que j'ai vu maintes et maintes fois. Et, mais je trouve, j'avais pas vu Armageddon. Puis Armageddon, pour moi, c'est comme le livre ouvert de Michael Bay, où est-ce que tu vois toute son œuvre en tant que moi, je veux flasher, puis je vais flasher à travers mes images de vidéoclips et de publicité super lisse, léchée. Fait avec ça, et de la façon qu'il traite ces images, de façon savante, mais en même temps, en n'y pensant pas en même temps, c'est là que tu vois, je trouve, l'artiste. Tu vois tout ce qui est derrière Michael Bay, c'est que, regarde, l'affaire que je veux dire, c'est que lui, il veut faire un film pour quasiment tout le monde. Puis, si dans une même scène, il va avoir des affaires qui se contredisent pour pouvoir plaire à tout le monde, puis ça n'a aucun sens. Comme ouais, okay. Quand on voit Bruce Willis pour la première fois, tu le vois sur la plateforme pétrolière qui, avec des balles de golf, frappe un bateau de Greenpeace. Puis il dit j'ai le droit de leur tirer dessus, je leur donne 80 000 $ par année. Fait qu'il puis après, il ajoute en tout cas, pour du monde qui sont pour l'environnement, sont tout de même sur un bateau qui prennent du carburant. Il essaie de faire un film pour la personne qui est comme pro-Greenpeace parce que clairement, Harry Stamper est pro-Greenpeace. Mais il est là aussi pour le gars qui répond, qui partage les chroniques de Richard Martineau, qui est comme ouais, mais là, s'il voulait. As-tu vu l'affaire qui est illogique là-dedans? Il essaye de couvrir toutes les bases tout le temps. Puis ça, parce que je pense que ça le titille, puis il sait qu'il va chercher plus de monde, même si c'est incohérent. Il trouve clairement que la NASA, c'est l'affaire la plus cool au monde. Même si la NASA n'a pas l'air de ça, il filme pour que la NASA ait l'air le plus cool possible. Ouais. Mais quand les drillers, on leur demande au gouvernement pour comment être payés, en tout cas, par exemple, une autre affaire, en plus de l'argent, on veut pas on veut plus payer de taxes. Puis là, c'est comme c'est qu'il l'a eu, fuck le gouvernement. Mais les taxes payent pour la NASA, Michael. Comme la place que tu trouves la plus cool au monde, là. Fait qu'il y a tout le temps ces deux affaires-là. Ouais. Puis... Mais il trouve la NASA cool, mais tu sais, genre juste par exemple, là, je sais que c'est pas Michael Bay qui a écrit Armageddon, mais tu sais, la NASA, c'est ça qui envoie le monde dans l'espace. Et aussi, il semble trouver que la NASA serait mieux si c'était des working class Joes. Tu sais, il y a des astronautes. Quand les drillers arrivent, on voit les astronautes qui étaient supposés aller dans l'espace. C'est 8 sandwichs à mayonnaise. Là. Les autres sont musclés, puis sont crottés, puis sont sales, puis on voit leur face. Puis les 8 astronautes de la NASA sont genre 8 Scott Eastwood. Genre, fait, c'est juste comme... Ils trouvent la NASA cool parce que la NASA, ça va dans l'espace, puis l'espace, c'est cool parce que c'est des grosses affaires qui bougent, des gros véhicules. Mais la NASA, il faut que tu ailles à l'école full longtemps puis que tu sois bon en maths pour faire partie de ça. Et ça, c'est lame en crise. La NASA, ça devrait être des dudes avec des Camaros puis des longs cheveux.
C'est ça. La zone devrait être des rockstars. Mais les vrais rockstars, c'est du monde qui travaille de leurs mains. Il y a Ouais, tellement c'est même pas de la politique, c'est juste comme c'est comme une affaire de TQ. Là, ça m'a fait penser. Cette semaine, je marchais sur Mont-Royal, puis il y avait un char de police à la lumière. Puis là, quand je traversais la rue, il y avait un petit gars avec son père, un petit gars qui avait comme 2-3 ans, puis il disait Papa, je veux dire bonjour à la police. Puis là, le petit gars, il faisait bye-bye à la police. Puis ça, genre, j'ai pas vu la police, j'ai entendu son père dire ils t'ont pas vu. Hein? Non, ils n'ont pas dû te voir, ils t'ont pas vu. Puis c'est ça, Michael Bay, il veut juste dire salut à la police. Ce petit gars-là, c'est Michael Bay, genre. Mais la police l'a pas vu. Fait que là, il est comme ouais, hein, mais là, genre, m'a rangé pour que la police me voie en tabarnak, check-moi bien aller. Puis là, depuis ce temps-là, il s'arrange pour que la police le voie. C'est tout. La police le voit en tabarnouche là, maintenant. Là. Puis, fait que, tu sais, il y a tout ça là-dedans. Puis, justement, tu sais, quand ils vont dans le Armadillo, qui est comme le véhicule qui peut aller dans l'espace, c'est comme le véhicule à roues lunaire. Puis tu vois les 12 là-dedans. C'est quoi ça, tabarnak? Une cuillère à crème glacée. Tu sais, puis là, il sort des morceaux puis il crisse ça dehors. Ben, c'est. Premièrement, vous devriez avoir du respect pour l'ingénierie de véhicules lunaires, bande de petits jambons. Mais là, c'est comme. Puis il y a tellement ce. Tu sais, dans les. L'affaire, c'est que aussi, on va sans doute en parler une couple de fois, c'est que ce Criterion, il n'y a pas sur la plateforme, mais bien sur le. Michael Bay a 2 films dans la collection Criterion, ça puis The Rock. Et sur le Criterion, il y a un commentaire de Michael Bay, puis il y a un commentaire aussi qui a Ben Affleck, qui est devenu assez connu au milieu des nerds de films, où ce que. Ben Affleck, il fait juste dire c'est que c'est con ce film-là, pareil, puis blablabla. Fait que tu sais, il y a beaucoup de ça dans le film, puis il y a constamment ce. C'est raconté comment que Michael Bay dit comme moi, je veux faire des films pour Middle America, tu sais. Parce que nous, au Québec, on appellerait de façon moins charitable les régions. Et d'où je viens, d'ailleurs. Mais moi aussi, d'ailleurs. Donc, on vient tous les deux des régions. On peut pas talk-shiter les régions, là, mais on peut les talk-shiter en même temps. Oui, ben c'est ça, mais on sait d'où on vient. Là. C'est ça. Puis, tu sais, Armageddon, c'est un film comme, tu sais, hey, si moi je pouvais aller avec mon 4 roues sur la Lune, là, si ça marcherait pareil. Puis, c'est un film de ça, ce qui est une notion stupide, mais en même temps qui est exprimé de la façon la plus cool possible, puis la plus flashy. Yes. Ouais. Quand Team America, fuck yeah, là. Ouais. C'est une parodie de Michael Bay, là. Ça parlait de Michael Bay, là. Puis Armageddon, c'est comme sa plus grosse expression de ça, là. Mais tu sais, comme moi, je pense que honnêtement, au cinéma, une idée stupide puis une mauvaise idée, c'est pas la même chose. C'est juste que majoritairement, la façon, tu sais, il faut que tu sois vraiment prêt à backer ton idée stupide à 120%. Parce que même si tu es à 90% de ton idée stupide, ben là, tu laisses la stupidité, tu laisses plein de trous pour que la stupidité passe. Cette semaine, je travaille, une de mes jobs, je suis rédacteur pour une compagnie d'équipement de hockey. Et j'ai appris un slang de hockey. Il y en a qui sûrement que toi, tu ne sais pas, je pense pas que tu es un watcher de hockey. Non, ce n'est pas le cas. Le 5-hole, ça, c'est un trou qui est laissé ouvert. C'est comme une des lacunes de comment le corps du goaler peut être devant le goal. Puis quand tu joues ton idée stupide à 90%, tu laisses le 5-hole ouvert. Tu comprends? Ça prend juste une fucking niaiserie pour que toute l'affaire devienne de la merde. Fait que, moi, je te dirais que c'est ça là, qui est la grande force, sinon peut-être la seule véritable force d'Armageddon, c'est que, c'est stupide, puis c'est ça. Ça va être stupide, puis genre, c'est pas gêné d'être stupide. Tu sais, c'est pas... Puis ça se pense pas vraiment... Tu sais, c'est pas un film qui se pense bon, étrangement. Tu sais, puis ça, c'est une affaire qui arrive avec d'autres films de Michael Bay, parce que des fois, t'es comme... Tu sais, comme le film de Benghazi, là, avec John Krasinski. Ça, c'est très un film de Michael Bay qui est comme... Tu vois ce que j'ai fait, là? Par une vraie affaire, là. C'est ça. Puis ça, c'est comme, hey man, ferme ta gueule. 100%, arrête de parler. Que fais-je ici, tu sais? Mais Armageddon, c'est pas ça. C'est genre, tu sais, comme...
voici un scénario absolument farfelu, puis on va le traiter sérieusement, mais en même temps, il n'y a rien de sérieux. Mais c'est aussi sérieux que le film va jamais se permettre d'être. Là. Je sais pas trop comment. Puis je pense qu'il y a beaucoup de ça c'est une affaire de Michael Bay et de Jerry Bruckheimer plus largement. C'est au niveau du casting, je pense. Surtout à cette époque-là, les films de Jerry Bruckheimer et ou de Michael Bay avaient vraiment des distributions pas possibles, vraiment trop bonnes pour le niveau là, surtout en fait ce qu'il offre aux acteurs. Tu sais, comme Owen Wilson, qui à ce moment-là, qui est dans le film, tu sais, qui a un rôle de soutien là, relativement. Il y a tout de même vraiment un petit rôle. Là, puis on le voit, on peut tracer facilement. Tout ce qu'il avait fait à cette époque-là, essentiellement, c'est des films de Wes Anderson. Il est dans Bottle Rocket, puis je pense que Rushmore n'était pas encore sorti. Fait que ça, c'est comme prendre quelqu'un qui est dans. Ils font encore ça, mais jamais qu'ils vont donner à Owen Wilson, mettons, une seule conversation sur Chewbacca. Ce qu'il fait ici, il jase de Chewbacca. Mais l'équivalent d'Owen Wilson, maintenant, quelqu'un qui a un gros hit indépendant qui sort de nulle part, il va être dans un gros blockbuster le premier qui meurt tout de suite en sortant, immédiatement après. Je pense à, mettons, Trevante Rhodes là, qui était dans Moonlight. Mm-hmm. Lui, je pense que son premier film après Moonlight, c'était Predators. Non, The Predator ou Predators? The Predator. Celui de Shane Black que je n'ai toujours pas vu, malgré mon fanisme de Shane Black. Ouais, c'est ça. Non, en fait, son premier après Moonlight, c'est pas ça, c'est 12 Strong. Un film qui aurait pu être écrit et réalisé par Michael Bay, mais produit par Jerry Bruckheimer, là, une affaire avec Chris Hemsworth en Afghanistan, Chris Hemsworth puis Michael Shannon, tout ça, tu sais. Puis c'est un peu le même... Tu sais, Bruckheimer l'a fait. Là, ça marche pas, mon exemple n'est pas bon parce que c'est Bruckheimer qui a donné son premier... Tu sais, Bruckheimer, on va lui donner ça, il est bon là-dedans, là. Il va à Sundance, là, puis il regarde c'est quoi, puis il choisit le monde, puis il les met dans des films d'action, tu sais. Bruckheimer et où sa compagnie, les gens autour de lui, là, Bruckheimer, évidemment, probablement ne fait pas tout ça à lui tout seul. Mais ça, je pense que c'est une des grandes forces de Armageddon, un film qui a zéro l'air vrai. C'est que tous les personnages sont campés de façon spécifique, exacte et reconnaissable. T'sais. C'est pas 6 doutes blancs, tous pareils, tout, il y en a un qui a l'air d'Owen Wilson, puis l'autre a l'air de Steve Buscemi, puis l'autre a l'air de Michael Clark Duncan. On est capable de les différencier spécifiquement. Celui-là qui a l'air de Steve Buscemi fait étrangement trop de jokes sur coucher avec des filles qui n'ont pas l'âge. Mais là, justement, on parle du casting. Oui. Je pense que c'est important de noter, de parler, de voir un Bruce Willis avec des cheveux qui est engagé par ce qu'il fait, puis qui est là, puis qui est all-in. Me semble que ça fait des années que, vu que j'avais pas vu le film, ça fait des années que moi, j'ai pas vu ça. Ouais. Puis je me rappelais pas à quel point c'était bon. Sérieux, là, de le voir aller, là, puis il n'y a pas beaucoup de couleurs, ce personnage-là, là, mais il est là, puis il le fait, là, puis je suis comme... C'est ça, c'est un personnage, mettons, comment je dirais, c'est malheureusement l'embryon de qu'est-ce que le Bruce Willis endormi, qui n'a rien à dire, qui n'a rien à faire, va devenir. On le voit, là, t'sais. Ça, c'est lui qui se force. Il pourrait faire... ce que je me rends compte, c'est que dans des films de merde, là, genre Reprisal ou whatever the fuck, les films qu'il fait maintenant, là, Hard Kill, il pourrait mettre autant d'énergie qu'il met dans Armageddon, puis ça fitterait le projet. Sauf qu'il ne le fait pas. Maintenant, là, il est endormi, là, de chez endormi, là, ça n'a pas de sens. Tu le faisais, le Uncanny Valley est pire avec Bruce Willis en vrai que des personnages en CGI. Là. Tellement il n'a pas l'air d'un humain, tellement il est endormi. Fait que, tu sais, c'est vrai que, comme tu as dit, c'est pas le personnage le plus défini ou, avec une personnalité, maintenant. Ben, tu sais, il incarne un T-shirt qui est écrit « Si tu fais mal à ma fille, j'ai un gun ». Ouais, c'est ça. Il vit ce personnage-là. Ouais, exact. Puis après ça, on a Ben Affleck, relativement, encore là, tôt dans la carrière de Ben Affleck, juste après Good Will Hunting. Mm-hmm. Ouais, du prime Hunky Ben. Il est vraiment beau. Je te dirais qu'il n'est pas super bon.
Je le trouve pas incroyable dans le film. Il y a comme une énergie que tu vois. Ah, ceci n'a pas de l'air du acting tant que ça, excepté quand bien sûr, il fait du box acting à un moment donné, comme tu me parlais aujourd'hui. Ouais. Mais quand à un moment donné, il est pas dans une boîte d'émotions, fait que là, il crie. Mais tu vois aussi comment que le charisme de base de Ben Affleck qui est là, comme le jeune Ben Cocky, il est là en force. Là. Mm-hmm. Ouais. Malheureusement, il est affublé d'une subplot romantique. Une chose que Michael Bay est vraiment mauvais à mettre en image. Mm-hmm. Toutes les affaires romantiques sont tellement quétaines, puis il y a vraiment beaucoup d'Aerosmith partout sur le Il y a soundtrack de ce 3 film. mon Aerial Count est à 3. Il y a 3 tonnes différentes tonnes. d'Aerosmith dans ce film parce que Michael Bay avait vu dans le journal que Godzilla avait une soundtrack. Il a dit à Bruckheimer, pourquoi c'est qu'on n'a pas une soundtrack, nous autres? Et il s'est souvenu que le père d'une des actrices de son film était dans un band. Ouais, là, il a fait comme, ah ben oui. Fait que c'est ça, tu sais. Puis il y a la scène là, avec les Animal Crackers, là, tu sais, qui est. Mm-hmm. Tu sais, tout Armageddon est orange, là, mais cette scène-là est extrêmement orange. Puis tout ça, c'est vraiment. Tu sais, pour moi, là, ça, je trouve ça vraiment nul. Là. C'est comme la scène de sable là, de Star Wars, là, tu sais, où il est comme ça, it's coarse. Ouais, dans Attack of the Clones. Ouais, c'est ça. Pour moi, ça, c'est comme. C'est au même niveau. Moi, ce que je trouve particulier de cette scène-là, où Ben Affleck et Liv Tyler, dont son character poster de Armageddon dit She's doing it for love, mais elle fait pas grand-chose dans ce film-là, je te dirais. Ouais, j'avoue. Elle est juste là à être triste dans le centre de contrôle de la NASA. Ouais. Cette scène-là se termine avec, ils se font des mamours, puis se termine avec Hey, tu penses que d'autres mondes font ce qu'on est en train de faire en ce moment sur Terre? Puis là, Ben Affleck, il dit excusez-moi, AJ Frost répond j'espère que oui, sinon ça donne quoi à essayer de sauver tout ça. Puis ce genre de sentiment-là, extrêmement quétaine, mais tout de même bienveillant au sujet de l'humanité, ça n'existe pas dans les autres films de Michael Bay. Les films de Transformers, qui sont tous des films de Hey, il faut sauver la Terre, là, ça n'existe pas là-dedans. Dans les films de Transformers, puis dans la plupart de ces autres films, l'humanité est sale. Ouais. Puis faut la laver du globe. Ben, tu sais, ce qui arrive ici aussi, au début, il y a comme une chute de météorites, un peu partout sur la Terre, là, surtout à New York. Ça, c'est une affaire de Michael Bay, juste des piétons qui se font effoirer par des affaires qui tombent. Là, ça, c'est vraiment comme un enfant qui construit des Legos, puis là, il décide de les kicker après les avoir construits. Mais je veux dire que ces scènes de destruction-là sont super bien faites, sont super belles. Il y a un découpage du CGI avec filmer des explosions dans les endroits qui sont là pour de vrai, combiné avec du travail de maquette qui est vraiment écœurant. Puis là, on a vu la destruction dans nos blockbusters depuis, là. La destruction dans nos blockbusters, tu vois qu'ils essaient de plus ou moins copier ce qu'on voit dans Armageddon, mais Armageddon, c'est tout de même plus beau, puis ça a encore plus de la swing que justement du spectacle de CGI qu'on voit. Là. Je pense qu'il y a deux affaires là-dedans. Là. Une des affaires, c'est que Armageddon date d'avant le 11 septembre. Ouais, des fois, tu vois, au début, j'étais comme, que c'est quand même rushant de voir des scènes de New York qui pètent de tous les bords, de tous les côtés. T'sais. Maintenant, dans un monde où ça c'est vraiment arrivé. Puis je pense que c'est ça. C'est pour ça que maintenant, les blockbusters, c'est plus abstrait quand il y a de la destruction. Justement, à cause de ces images-là qu'on a vues, qu'on a vécues. Fait que ce qui rend ça, ce qui rend Michael Bay doublement sadique, mais encore, comme un attention to detail qui est juste des gens qui se font effoirer par des briques puis qui sont vus, qui sont à l'écran. Toutes ces affaires-là sont... c'est plutôt... ça fonctionne. Tu as raison là, que c'est bien fait, mais aussi, on ressent un certain poids de la destruction. Tandis que dans des affaires juste en CGI qui pètent, c'est du CGI qui pète. Si tu veux que je fasse ça, même si tu me dis que 120 000 personnes sont mortes, ben, comme... j'ai vu un genre de screensaver péter. C'était correct.
pour revenir, tu sais, juste, il y a aussi Billy Bob Thornton dans le film. Oui, c'est vrai. Qui lui aussi venait de gagner un Oscar, tu sais, quand même une distribution solidement oscarisée pour un film où tout pète, puis il y a beaucoup d'Aerosmith, là, tu sais, genre. En tout cas, mais je voulais juste mentionner Billy Bob Thornton qui joue le gars de la NASA, qui est un rôle extrêmement ingrat, que je pense que, tu sais, de plus en plus, il sépare ce rôle-là, je pense, dans les films de même. C'est rendu 4 ou 5 dudes qui font ce rôle-là, tu sais, c'est plus rendu... Parce que j'imagine que déjà qu'il y a beaucoup du cinéma, qu'il y a des gens qui regardent des écrans en CGI, qui sont comme pas prendre une star pour faire ça. Ouais, ben, c'est sûr qu'il y a ça, mais en même temps, encore là, dans ce film-là, tu sais, un contrôle de mission de NASA, ça look bien, fait que c'est cinématique. C'est comme une des seules places au cinéma que t'es comme tu peux regarder du monde, regarder des écrans, puis que c'est juste vraiment dramatique. Ouais. Mais encore là, tout ça, c'est vraiment filmé avec de la swing, que t'es comme, ben oui, c'est cool. Mais justement, tu dis ça comme je repensais, ça m'a fait repenser justement à Godzilla King of the Monsters. Tu sais. Il y a comme 4 personnages différents qui font des liners. Ils sont comme séparés dans les groupuscules, là, mais tu sais, t'as le fils de Ice Cube qui est comme Godzilla, il faut-tu? Mais t'as aussi Thomas Middleditch qui est comme attention, Godzilla, il faut. Tu sais, plusieurs tranches du même jambon dans ce cas-là. En voyant ça, par exemple, c'était clair pour moi, comme tu sais, je pensais aussi comme à quel point ça l'a influencé le langage justement de spectaculaire de blockbuster, tu sais. Beaucoup de choses, tu sais, le bleu puis l'orange omniprésent, toutes ces affaires-là. Michael Bay, je trouve que la grammaire de cinéma pop qu'il a créé vient quasiment toute de ce film-là. Là. Et justement, en regardant ça, je suis comme, OK, ben tu sais, comme tout Peter Berg, tu sais, c'est là. Tu sais, Peter Berg, il essaie de faire ça plus groundé, là, mais tu sais, ça vient de là. Puis je pensais aussi, comme point de vue comic book, il y a un artiste qui s'appelle Brian Hitch, que lui, il a dessiné des comics qui ressemblent, tu sais, aux angles cantés puis aux affaires de tech de Michael Bay pendant vraiment longtemps. Puis c'est devenu, pendant un bout, tous les comic books nord-américains essayaient de dessiner comme lui. Mais ce gars-là, c'est lui qui a dessiné la série The Ultimates, qui était le point de départ de l'univers de Marvel au cinéma. Fait que, tu sais, Michael Bay, il s'est même faufilé jusqu'à Marvel d'une façon ou de l'autre. Ben, tu sais, moi, je te dirais que toute la séquence, tout ce qui arrive là, une fois qu'ils sont sur l'astéroïde, ça, c'est indéniablement cinématique. Avant ça, tu peux dire, bah, c'est un peu, tu sais, comme c'est music vidéo, c'est annonce de cigarettes, là. Mais tout ce qui se passe, tu sais, qui est tout en reflet, tu sais, puis on n'est jamais trop sûr c'est qui est derrière le casque parce qu'on les voit très peu. Tu sais, c'est extrêmement dans le découpage, dans le montage, dans le rythme. Ça, j'ai trouvé ça, pour vrai, vraiment bon. Tu sais, comme... Avant ça, quand c'est sur la Terre, c'est un peu flashy, fait que, tu vois, là, que, c'est annonce de Super Bowl, là. C'est ça, tu le vois, mais quand ça devient là, c'est beaucoup plus abstrait, puis il y a quelque chose de, là, je ne vais pas m'avancer trop à dire des niaiseries, mais il y a quelque chose de comme quasiment cinéma muet dans la façon, le découpage, puis je sais pas, là, la façon que les plans jouent l'un contre l'autre, tout ça, parce qu'on démontre quelque chose qui est un peu intangible, puis je veux pas... La drill en tant que telle, c'est pas excitant. On s'en fout là, de voir la mèche de drill rentrer dans l'astéroïde. Fait qu'il faut qu'on voit qu'est-ce qui se passe autour de ça. C'est dans la suggestion quasiment. Puis de dire que Michael Bay fait ça, c'est un peu absurde, là, mais ça m'a frappé quand même la dernière demi-heure ou whatever, là, tout ce qui se passe sur l'astéroïde. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment bon, c'est la station spatiale. C'est ce qui se passe à la station spatiale, à la fois que c'est claustrophobique, mais ça a la profondeur, puis que la caméra, elle se met à glisser de par le sas, puis de flotter avec, ou pas flotter exactement, avec tout le monde qui est dedans, puis qu'il y a essentiellement une genre de poursuite de se sauver de quelque chose dans du semi-apesanteur, puis tout dans des tubes. Tu sais, ça, là, c'est un autre film au complet, puis Armageddon devient un autre film au complet comme pour 15 minutes. Ouais, ben après, il met ça à la poste, puis là, c'est une autre affaire. Là. Je pense que c'est pas arrivé depuis qu'on fait le show, mais moi, j'ai un gros faible pour les rip-offs de Alien.
Mm-hmm. Tu sais, les films qui sont juste comme Underwater en est un ou Life avec Jake Gyllenhaal. Ce 15 minutes-là d'Armageddon, c'est pas mal ça aussi, là, je te dirais. C'est comme Alien, là, pendant 15 minutes, puis après ça, on en revient au programme régulier. T'es comme, C'est pas effectivement bien. fait en bois, là, c'est cool. C'est Là. ça. C'est ça. Mais je trouve, tu sais, mais tu sais, de l'autre côté, moi, je pense que toutes les tentatives d'émotion sont vraiment mauvaises. Ouais. Et tout ce qui est. Puis, genre là, la scène, là, je pense, spoiler alert, là, si vous n'avez pas vu Armageddon, mais genre, pourrait. Tu sais, la scène de Bruce Willis qui parle à Liv Tyler quand il sait qu'il va mourir, ou la scène de Bruce Willis qui embarque Ben Affleck dans une genre de cage d'ascenseur, toutes ces affaires-là qui sont. Tu sais, que ça pèse, ça suce la musique, l'émotion, c'est vraiment, vraiment mauvais. Je trouve ça extrêmement appuyé de façon poche. Tu sais, je trouve pas qu'Armageddon, c'est un film émouvant de quelconque façon. Tu sais, c'est pas venu me chercher émotionnellement, mais je pense que juste d'un point de vue plus sensoriel, tu sais, c'est indéniable. Mais je pense que j'étais pas triste des personnages, je viens pas tant me chercher que ça. Non, c'est pas. Le monde dit Bruce Willis d'Armageddon. Ils disent pas Harry Stamper. Ouais, Quel personnage. Quand il a tiré à carabine à plomb sur Ben Affleck parce qu'il avait forniqué avec sa fille, là. Tu risques que j'étais choqué. Tu sais, et c'est. En tout cas. C'est ça, ouais, mais tu sais, comme. Dans le fond, c'est que tous ces personnages sont un peu des pions. Tu sais, ils sont des éléments, tout comme un Derek Duil ou un satellite ou une roche ou whatever le sont. Puis la seule chose que tu peux faire à ce moment-là, vu que tu sais que tes personnages ne passeront pas vraiment à l'histoire comme des humains, ben c'est de t'en servir de la façon la plus. De les définir de la façon la plus claire possible. Fait qu'il y en a un qui c'est Owen Wilson, puis il y en a un qui c'est ci, puis ça. Puis, mais aussi de t'en servir comme des pions. Fait qu'il y a quelque chose de très genre théorique. Comme tu peux. Je pense que tu pourrais écrire des très bons papiers d'université là, d'études cinématographiques sur Armageddon. Absolument. Mais... Je pense sur le... Tu as beaucoup à déchiffrer de c'est quoi pour de vrai l'Amérique dans Armageddon. Parce que les contradictions dans les mêmes scènes sont là, puis ça, c'est comme un portrait de la société américaine qui est vraiment... Comme le gars, il dit, la NASA, c'est cool, mais je ne veux pas payer de taxes pour. C'est power américain quelque part. Là. C'est très, très puissant. Je vais aller à l'hôpital, mais mes taxes. Voici un film avec une madame sexy dedans, mais je suis content que Bruce Willis il est là pour être son père, pour être comme hey, wow, le sexe. C'est ça. Il y a toutes ces affaires là-dedans. D'ailleurs, le moment où Bruce Willis, où Harry meurt, quand il fait exploser une bombe pour tous nous sauver, ça flash blanc, puis là, soudainement, tu as une caméra qui vole vers lui, puis qui vole vers Liv Tyler, tu sais, un truc que tu aurais dans un vidéoclip à un gros moment fort, qui sort hors de nulle part d'Armageddon, comme si il allait projeter son arme à travers l'espace pour la posséder après. J'étais comme, quand j'ai vu ça, je fais « Oh boy! » Ça passe des choses d'Armageddon, là, il a mis du hot sauce sur ce shot-là à la fin. Là. En tout cas, tout ça, c'est pour expliquer mon 4 étoiles. Ouais, moi, j'ai mis un 3 étoiles, mais tu sais, je pense que, contrairement à Connor, que j'ai aussi mis 3 étoiles, Connor, c'est un 3 étoiles parce que je trouve qu'il n'y a rien qui fit. Mais je pense qu'Armageddon, c'est vraiment un 3 étoiles. Ça, c'est un legit 3 étoiles. C'est un accomplissement. Je suis pas prêt à dire que c'est nécessairement le film que Michael Bay pense que c'est. Mais c'est peut-être encore mieux, là, en fait, que le résultat est peut-être au-delà des attentes. Mais ouais, c'est ça, tu sais. Puis c'est quand même long, mais ça passe vite. Ouais. On charge souvent sur la longueur des films ici, fait que ça, quand même long, puis ça passe vite. Je veux dire, je sais pas, je pense pas que je vais le réécouter d'ici tôt. Je pensais pas moi non plus, mais ça valait la peine. C'était très bon pour ma culture. C'est ce que je dirais. Ben écoute, la culture, c'est peut-être le temps de
parler du film qu'on va regarder la semaine prochaine. Oui, absolument. Parce que on est à la fin de l'épisode et puis notre passerelle vers le prochain film sera le patron saint des voyeurs de vue, Big Benny Affleck. Il nous amène où, Alex? C'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment drôle quand je l'ai suggéré. C'est qu'on va passer... Il reste seulement 2 semaines avant le Snyder Cut. Donc, il y a un seul film qui sépare du Snyder Cut. Et donc, qu'est-ce qui lie Justice League et Armageddon? Probablement les 2 films les plus tonitruants et comme exagérés de la carrière de Ben Affleck. Ben, bien sûr, c'est To the Wonder de Terrence Malick. Évidemment. Terrence Malick, qui est reconnu pour ses images lyriques et ses poèmes. Et ces nouveaux films qui sont comme des genres d'improvisation pas trop claires, non narratives, avec des acteurs qui se promènent à l'intérieur d'un canevas que seul Terrence Malick voit. Mm-hmm. Et le premier film de cette... En fait, non. The Tree of Life a comme ramené un peu ça, mais To the Wonder, qui est le premier d'une trilogie, dans le fond, d'acteurs connus qui n'ont pas l'air de savoir qu'est-ce qu'ils font, entre To the Wonder, Night of Cups et Song to Song. Donc, To the Wonder est avec Ben Affleck, Olga Kurylenko, Rachel McAdams et Javier Bardem. Tout du bon monde. On vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. En attendant, on vous Ça va être différent, là. Ça va être différent. To the Wonder, on n'a jamais fait un film de même avant. Non, ça va être... Moi, T'as-tu vu des films de Terrence Malick, Yannick? Pas encore, mais j'ai l'impression qu'il faudrait que j'écoute. Faut que j'écoute. Mais tu sais, par osmose, je connais un peu son look. J'ai l'impression que je vais écouter Badlands avant, comme pour y aller avec un de ses classiques avant de tu peux pas commencer Terrence Malick avec To the Wonder, je pense. Hein. Non. Que j'ai pas vu, d'ailleurs, je l'ai pas vu, To the Wonder. J'ai vu les 2 autres, là, puis je sais qu'ils sont dans la même veine, mais je l'ai pas vu. Fait que on va y aller avec ça, mais avant d'y aller avec ça, on vous invite à vous abonner sur Apple Podcasts ou sur les autres plateformes où vous nous écoutez, ainsi que sur YouTube, afin de nous populariser et de nous rendre plus visibles aux algorithmes. Oui. Et on vous invite aussi à nous écrire un review sur Apple Podcasts afin qu'on soit encore là plus visible aux algorithmes. On va en avoir besoin, surtout avec To the Wonder la semaine prochaine, que ça ne serait pas faux d'estimer que ça va être un épisode qui va être moins écouté. Mais on espère que vous allez être au rendez-vous. C'est un loss leader. C'est la raison pourquoi le hot dog est encore 1,50 au Costco. Là, c'est To the Wonder. Exactement. Mais en attendant qu'on se perde dans la merveille, Alex, les gens ils te trouvent où? Sur cultmontreal.com, également sur Twitter, c'est Alex Rose avec 2 petites barres en dessous. Et sur Instagram et Letterboxd, c'est Why Does It Exist? Excellent. Vous pouvez me trouver @Yannick Belzile sur Twitter, sur Instagram, sur Letterboxd, ainsi que sur le podcast 3 bières au 3bières.com. Et toutes ces belles choses-là. Mais en attendant, on vous souhaite une bonne semaine et d'aller écouter une vue. Yeah! Et voyons.